Je m'appelle Marguerite Lefebvre, j'ai 77 ans, et pendant longtemps j'ai cru que la vieillesse était simplement une autre étape de la vie. On m'avait dit que c'était la saison où l'on récolte l'amour que l'on avait semé. On m'avait dit que les enfants, devenus grands, reviendraient toujours vers leur mère, comme les rivières retournent vers la mer. Mais parfois, la vie dément les proverbes, et le cœur d'une mère apprend à encaisser le silence. Je vis à Lyon, dans un petit appartement où chaque mur porte encore l'écho des rires de mes fils. Antoine et Julien, mes deux trésors, mes deux soleils. Quand ils étaient petits, ils me serraient dans leurs bras avec une telle force que j'avais l'impression que rien, jamais, ne pourrait nous séparer. Je me trompais peut-être. Depuis que leur père est mort il y a 12 ans, j'ai tenté d'être leur refuge, leur repère, celle qui garde encore la maison debout quand tout s'effondre autour. Mais la vie moderne est rapide, cruelle parfois. Les garçons ont fait leur vie, travail, famille, projets, voyages, et puis tout doucement, presque imperceptiblement, je suis passée après tout le reste. Au début, ce n'était que de petites choses. Julien disait, « Maman, je passerai ce week-end, c'est promis. » Et puis il ne venait pas. Antoine, lui, me disait, « Désolé, maman, réunion tardive. On se voit bientôt. » Et bientôt ne venait jamais. Je ne leur en voulais pas. Comment l'aurais-je pu? Une mère n'accuse pas. Une mère comprend. Une mère justifie. Mais le silence, lui, n'a pas d'excuse. Les jours passaient lentement, comme une longue pluie d'hiver. Je faisais du thé, je m'asseyais près de la fenêtre, et j'attendais un appel. Parfois le téléphone sonnait, une publicité, une erreur. Chaque fois, mon cœur bondissait avant de redescendre encore plus lourd. Je me disais, ils appelleront demain. Aujourd'hui, ils sont juste occupés. Et puis demain devenait la semaine prochaine. Et la semaine prochaine devenait un mois. J'ai commencé à me sentir transparente, comme un vieux meuble qu'on garde mais qu'on ne regarde plus. J'essayais pourtant de rester forte. Je cuisinais leurs plats préférés, je tricotais des écharpes pour leurs enfants, j'envoyais des messages doux, des petits « je pense à vous » sans jamais recevoir plus qu'un « ok » ou un cœur rapide. Un soir, j'ai glissé dans la cuisine. Rien de grave, juste une chute. Mais je suis restée au sol pendant presque 1 heure, incapable de me relever. Et là, une peur étrange m'a envahi. Je me suis dit, si je meurs ici, combien de temps avant qu'il le sache? Cette pensée, glaciale comme une pierre au fond d'un fleuve, m'a brisé quelque chose à l'intérieur. Quelques jours plus tard, j'ai parlé à Antoine. Je lui ai dit que je me sentais seule, que j'avais besoin d'aide, peut-être d'une présence plus régulière. Il a eu un sourire gêné. « Maman, tu exagères un peu, non? Tu es encore en pleine forme. » Julien, de son côté, m'a dit « Faut que tu apprennes à être indépendante, maman. » Nous aussi, on a des responsabilités. Je n'ai rien répondu, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais trop peur de dire quelque chose qui les éloignerait davantage. Puis un matin, Antoine est arrivé avec Julien. Ils n'avaient pas prévenu. Leurs yeux brillants, leur voix rapide, leurs gestes décidés. Quelque chose n'allait pas. « Maman, on doit te parler » a dit Antoine. « On a trouvé une solution » a ajouté Julien. « Pour ton bien. » Je n'ai pas tout de suite compris. Ou peut-être que je ne voulais pas comprendre. Ils m'ont parlé d'un EHPAD, un établissement pour personnes âgées. Un endroit agréable, sûr, adapté. Un endroit où, selon eux, je serais mieux entourée. J'ai senti mon cœur se fissurer, lentement, comme une feuille sèche entre les doigts. « Vous voulez que je parte ?» ai-je murmuré. « Ce n'est pas ça, » a dit Antoine. « C'est juste, plus simple. Plus simple. » Pour qui? J'ai regardé mes fils, mes bébés. Je les avais nourris, portés, soignés, aimés au-delà de moi-même. Et aujourd'hui, ils voulaient me déposer comme on dépose un colis. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement tue. Le jour du départ, j'ai emballé mes affaires sans faire de bruit. Je marchais lentement, comme si mes pieds refusaient d'avancer. Les murs de la maison semblaient me regarder partir. Chaque objet me rappelait un souvenir. Antoine qui courait dans le couloir, Julien qui riait dans la cuisine.
Et moi, au milieu, devenue étrangère chez moi. L'EHPAD s'appelait Maison des Cèdres. Un endroit propre, calme, aux murs clairs. Les infirmières avaient des sourires doux, et les résidents me disaient bonjour avec gentillesse. Mais rien ne remplace une maison. Rien ne remplace les bras d'un enfant. La première nuit, j'ai pleuré en silence. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Je me suis demandé, qu'ai-je fait pour mériter ça? Et puis je me suis souvenu, une mère ne mérite pas, elle donne. Les jours passaient. Je participais aux activités pour ne pas sombrer. Je parlais avec Claire, une résidente qui avait perdu son mari. Je riais parfois, mais mon rire sonnait creux. Et les garçons, ils n'ont pas appelé, pas une fois pendant 3 semaines. J'avais peur d'être oubliée, et en même temps, une colère inconnue grandissait en moi. Une colère douce, silencieuse, qui disait « Je suis vivante, je suis encore là, je ne suis pas une charge ». Puis un matin, une lettre est arrivée à mon nom. Elle venait d'un notaire. Je tremblais en ouvrant l'enveloppe. Je ne m'attendais à rien. Ou peut-être justement, à tout. La lettre disait « Madame Lefebvre, vous êtes héritière unique d'un terrain et de 2 immeubles appartenant à votre défunt frère. » Je suis restée sans voix. Je savais que mon frère avait quelques biens. Mais je n'aurais jamais imaginé leur valeur. À ce moment-là, j'étais encore loin de savoir que cela allait changer le comportement de mes fils. Très loin, je n'ai rien dit à personne. Ni aux infirmières, ni aux résidents, ni à mes fils. J'ai gardé le secret dans mon cœur, comme une braise encore chaude. Je me suis regardée dans le miroir ce soir-là. Mes cheveux gris, mes rides, mes mains tremblantes. Et pourtant, dans mes yeux, j'ai vu quelque chose que je croyais perdu, du courage. Je me suis dit, ils m'ont laissé, mais je ne me laisserai pas. Et c'est ainsi que l'histoire commence vraiment. Les semaines ont passé, toujours les mêmes journées, le même couloir silencieux, les mêmes voix lointaines, les mêmes repas tièdes dans la salle commune. Je m'étais presque habituée à cette routine. Presque, je pensais que rien ne changerait. Que je finirais ma vie ici, entre les murs de cette maison de retraite, avec mes souvenirs pour seule compagnie. Mais un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je venais de terminer mon petit déjeuner, un café tiède et une tartine trop sèche, quand la directrice, Madame Rousseau, est venue à ma table. Elle avait un air inhabituel, comme si elle hésitait. « Madame Deschamps, vos fils sont là. » J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Mes fils, ici, après tout ce temps, je ne savais pas si je devais être heureuse ou inquiète. J'ai essuyé mes mains sur ma jupe, j'ai respiré profondément, et je les ai rejoints dans la petite salle de visite. Le retour des 3 fils. Ils étaient tous les 3 là, comme lors du jour où ils m'avaient déposé ici. Mais leur regard était différent. Plus dur, plus nerveux. Julien faisait les 100 pas. Marc triturait son portable. Thomas semblait fatigué, peut-être même effrayé. Quand ils m'ont vu, ils ont essayé de sourire. Un sourire forcé, artificiel. Un sourire qui ne venait pas du cœur. Julien a commencé. « Maman, on doit encore te parler. » Ces mots, toujours ces mêmes mots. Je me suis assise en silence. Je les ai écoutés. J'étais prête à entendre le pire. Mais ce que j'ai entendu, c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. La vérité éclate. Marc a sorti une chemise remplie de papier. « Maman, il s'agit de la maison et des terrains. Tu te souviens, les biens que papa avait laissés avant sa mort? » Bien sûr que je m'en souvenais. Comment oublier? C'était tout ce qu'il nous avait laissé. Une maison familiale, 2 petits terrains en Provence, et un petit appartement qu'il louait depuis des années. Je gardais tout cela précieusement. Pour eux, toujours pour eux. Julien a poursuivi, on a découvert que la valeur a beaucoup augmenté. Et on pourrait vendre tout ça. Mais pour le faire, on a besoin de ta signature. Voilà, c'était donc ça. Il n'était pas revenu pour moi. Pas pour savoir si j'allais bien. Pas pour s'excuser de m'avoir abandonné ici. Non. Ils étaient revenus pour l'argent. Un long silence a rempli la pièce. Je les ai regardés un par un. Dans leurs yeux, je n'ai vu ni amour, ni tendresse. Juste de la précipitation, de l'impatience, du calcul, comme si j'avais cessé d'être leur mère. Comme si je n'étais plus qu'un obstacle administratif.
Une douleur plus forte que les autres. Je croyais avoir tout vécu. Je croyais que rien ne pouvait plus me blesser. Mais là, j'ai senti une douleur que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était pas juste le cœur qui se brise. C'était l'âme qui saigne. Comment ai-je pu élever 3 garçons avec autant d'amour, pour qu'ils deviennent des hommes incapables de voir ma valeur? J'ai essayé de parler, mais ma voix tremblait. Vous êtes venu, seulement pour vendre les biens de votre père. N'est-ce pas? Julien n'a même pas cherché à nier. On a tout besoin d'argent, maman. C'est important pour nous. Marc a ajouté, on fera ça rapidement. Tu n'auras rien à faire, juste signer. Juste signer. Comme si ma vie entière ne tenait plus qu'à une signature. J'ai senti une larme couler, mais je l'ai essuyée avant qu'il ne la voie. Un choix difficile, être faible ou devenir forte. Je suis restée silencieuse longtemps. Très longtemps. Il pensait sûrement que j'allais accepter. Comme toujours, comme toute ma vie, j'ai été faible tellement d'années. Faible par amour, par patience, par espoir. Mais quelque chose en moi changeait. Cette maison de retraite, leur absence, leur indifférence. Tout cela avait construit une force que je ne soupçonnais pas. J'ai respiré profondément. Non, ils ont cru mal entendre. Quoi? A demandé Thomas. Je les ai regardés droit dans les yeux. Je ne signerai rien. Une tension glaciale est tombée dans la pièce. La colère des fils. Julien s'est levé d'un bond. Maman, ne complique pas les choses. C'est pour nous 3, c'est raisonnable. Marc essayait encore d'être le gentil. Maman, tu n'en as plus besoin. Tu vis ici maintenant. Ici. Comme si ici était une tombe vivante. Comme si je n'existais plus. Thomas, lui, est resté silencieux. Mais son silence était celui d'un lâche. Je me suis senti étrangement calme. Vous m'avez abandonné ici, sans explication, sans regret. Et maintenant vous revenez, pour l'argent. Pas pour moi. Julien a soupiré. On ne va pas discuter de ça, maman. On veut juste que tu signes. Le ton, la façon de parler, comme si j'étais une enfant capricieuse. J'ai serré les mains. Je sentais ma dignité revenir. Je ne signerai pas. La rencontre qui change tout. Ils étaient furieux, mais ils ne savaient pas une chose. Une vérité que moi seule connaissais. Quelques jours plus tôt, j'avais eu une longue discussion avec Madame Rousseau, la directrice. Elle était une femme douce, intelligente, et surtout humaine. Elle m'avait dit, sans pression, sans jugement, vous avez le droit de protéger vos biens, Madame Deschamps. Le droit de décider de votre propre vie. Elle m'avait aidé à comprendre mes droits. Et surtout, elle m'avait parlé d'un avocat bénévole qui venait chaque semaine pour les résidents sans soutien familial. Je l'avais rencontré. Il m'avait écouté comme si ma parole comptait encore. Comme si j'existais vraiment. Et j'avais pris une décision. Une décision que je n'avais pas encore révélée à mes fils. La vérité tombe. Je les ai regardés calmement. Vous voulez vendre les biens de votre père. Ils ont hoché la tête. Mais vous ne pouvez rien faire sans ma signature. Julien s'est impatienté, on sait. C'est pour ça qu'on est là. J'ai alors posé mes 2 mains sur la table. J'ai redressé mon dos. Et j'ai dit d'une voix ferme, c'est bien. Je ne vais pas les signer pour vous. J'ai déjà décidé quoi en faire. Le silence a explosé dans la pièce. Décidé? De quoi tu parles? A demandé Marc. J'ai respiré lentement, puis j'ai dit, j'ai pris un avocat. Et j'ai commencé les démarches pour léguer tous mes biens, à cette maison de retraite. Ils ont blêmi, comme si la terre s'ouvrait sous leurs pieds. Et j'ai dit d'une voix ferme, c'est bien. Je ne vais pas les signer pour vous. J'ai déjà décidé quoi en faire. Le silence a explosé dans la pièce. Décidé? De quoi tu parles? A demandé Marc. J'ai respiré lentement, puis j'ai dit, j'ai pris un avocat. Et j'ai commencé les démarches pour léguer tous mes biens. À cette maison de retraite. Ils ont blêmi, comme si la terre s'ouvrait sous leurs pieds. Julien a crié, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé froidement. Je peux, et je l'ai fait. Thomas a laissé tomber son téléphone. Marc est devenu rouge de colère. Julien tremblait. Tu vas donner tout ça à ces inconnus? Je leur ai souri avec une douceur qu'ils ne méritaient plus. Eux, ils s'occupent de moi. Vous m'avez abandonné. La fin de la visite. Ils sont restés sans voix. Ils n'avaient rien à répondre. Rien à dire.
Rien pour se défendre. Ils m'ont regardé comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Mais non, j'étais toujours leur mère. C'est juste que, ils avaient oublié ce que cela voulait dire. Quand ils sont partis, aucun ne m'a embrassé. Aucun n'a dit « à bientôt ». Ils ont simplement claqué la porte derrière eux. Et moi, je suis restée assise, seule, mais étrangement libre. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. Et j'ai su que l'histoire n'était pas encore terminée. Bulle de parole, la suite est encore plus émouvante. Voulez-vous la partie 2? Dites-le en commentaire.